Œil de l'expert aujourd'hui avec Mathieu Burgalassi. Bonjour, vous êtes anthropologue français, vous êtes spécialiste de la pensée politique, des questions sécuritaires et de la violence. Vous publiez aux éditions Michel Lafon cet essai qui n'est pas loin d'être un polar, je dois le dire, La peur et la haine, enquête chez les survivalistes. Les survivalistes, alors qu'est-ce que c'est que les survivalistes? On a une vague idée, on se dit que c'est des gens qui s'enferment avec des boîtes de conserve en vue de la fin du monde. Quand on lit votre livre, on se rend compte que c'est tout à fait autre chose. Il y en a en France et aux États-Unis et c'est cette immersion que vous racontez. Alors c'est quoi les survivalistes ? Les survivalistes, c'est des gens qu'on connaît assez mal. On a souvent tendance à imaginer, comme vous dites, des espèces de tarés de la fin du monde qui vivraient dans des bunkers avec des gros fusils. Ou alors on tombe dans l'angélisme, on imagine des gentils randonneurs qui feraient ça comme un petit loisir. Dans la réalité, c'est ni l'un ni l'autre. Les survivalistes, c'est des gens ordinaires, mais qui anticipent une crise qui pourrait être comme le Covid, qui pourrait être une crise écologique, une crise économique, mais une crise tellement énorme qu'elle va amener l'État à sa faillite. Elle va mettre l'État au pied du mur. Ce sera la faillite des institutions, plus de police, plus d'armée, plus d'hôpitaux. Et ce que pensent les survivalistes, c'est que dans cette situation, la nécessité va transformer les gens en monstres, que le gentil voisin qui nous aidait à porter les courses, quand ses enfants auront faim, que sa femme sera malade, qu'il n'y aura plus de médicaments parce qu'il y aura des pénuries, il viendra peut-être avec une hache défoncer notre porte pour rentrer chez nous et prendre ce qu'on a. Et au final, ce que préparent les survivalistes, c'est pas du tout la fin du monde, mais c'est plus une guerre civile, je pense, au sens vraiment littéral du terme, c'est-à-dire une situation où le voisin, le mec qui vit dans la rue en face de chez nous, ça peut devenir un ennemi dont il faut se défendre, à tuer peut-être même. En fait, ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête comme oui, mais nos ancêtres avaient peur. Oui, mais il y a un aspect politique dans leur... c'est ça qui est différent et qu'on apprend dans votre livre. Justement, c'est pas une croyance absurde, c'est pas une croyance de Gaulois. C'est pas qui la fin du monde et on va se protéger, c'est qu'il y a un projet politique derrière. C'est des gens qui ont une représentation du monde qui est fondamentalement politique, mais qui est politique, qui n'est pas liée à des groupuscules qui seraient des groupuscules d'extrême droite ou des groupuscules complotistes de la fachosphère ou du deep web. Ce sont des gens qui ont une représentation qui est liée à des discours ordinaires, des discours politiques qui sont portés aujourd'hui par des figures comme Emmanuel Macron, comme Gérard Darmanin, qui sont les discours de la peur, les discours de l'insécurité, tels qu'on les retrouve absolument partout dans le champ politique, tels qu'on les retrouve aujourd'hui dans tous les grands médias. Ouais. Alors, vous dites la première fois qu'on m'a parlé de survivalisme, c'était dans une salle de Krav Maga, donc c'était en France, et puis vous décidez d'aller voir comment ça se passe chez ces survivalistes français. Donc racontez-nous un petit peu, c'est très très violent, hein, votre livre, ça fait très peur. Hein. Oui, vous commencez, d'ailleurs, je peux lire la première phrase, 3 mois avant qu'on me torture dans les San Gabriel Mountains et pas si longtemps après qu'on m'ait collé le canon d'un Beretta M9 sur le front, je cherchais un avion avec Salomé, ma femme, à Paris-Charles de Gaulle. Donc voilà, donc vous avez été confronté quand même. J'ai été confronté à beaucoup de violence parce que la violence, elle fait partie de la réalité de la vie des survivalistes. Pas parce qu'ils ont un amour profond de la violence, pas parce que c'est des gens qui sont fondamentalement violents, mais comme je l'ai dit, c'est des gens qui imaginent une situation de guerre civile. Ils imaginent une situation où ils seraient livrés à eux-mêmes face à peut-être des émeutes, face à des violences qui viendraient d'autres individus et dont ils devraient être en capacité de se défendre. Et les survivalistes, c'est ça qui les amène à s'engager dans la violence, c'est qu'ils veulent être capables de se défendre d'une violence qui leur semble inévitable. Donc ils vont à des stages de Krav Maga, ils vont apprendre le tir, ils vont avoir des armes, ils vont faire des stages de survie paramilitaire, en pensant toujours qu'ils vont, en faisant ça, apprendre à se protéger. Mais le problème, c'est que quand on s'engage dans ce type de violence, moi je le raconte avec le Krav Maga, quand on apprend à se défendre, c'est l'escalade. On commence par imaginer une agression de rue et on finit par apprendre à égorger des gens, on finit par apprendre à étrangler des gens. On bascule dans la violence de plus en plus parce qu'on finit toujours par imaginer une situation qui sera pire. Et donc du coup, ça nous amène à devenir violents nous-mêmes. Combien de temps vous êtes resté ? J'ai fait 4 ans de terrain avec les survivalistes. Ouais. Et parfois, vous avez compris leur cause ou jamais ? Moi, au début, j'ai vraiment été touché par ce qu'il disait, parce que je comprenais pas encore le discours sur la violence, je comprenais pas encore le discours sur l'insécurité. Moi, je voyais la partie autonomie. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on voit. Ce qu'on découvre dans votre livre, c'est l'autre aspect qui est assez terrifiant, parce qu'ils sont assez nombreux, assez organisés, et encore une fois, avec ce projet.
Parce qu'on voit, quand on dit survivaliste, on imagine, oui, c'est ça, le côté autonomie, mais il n'y a pas que ça. Exactement, c'est ambivalent. Moi, je voyais l'autonomie, j'étais étudiant, j'étais précaire. Ça parlait à ma situation sociale. Vous y avez adhéré. Il y a eu au début, il y a eu une adhésion personnelle, mais qui est devenue très vite un intérêt de chercheur. Quand j'ai vu la violence, je le raconte, à un moment, je suis à un stage, je vois un mec se faire étrangler, et en fait, quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi ces gens, en fait, ils sentent cette nécessité d'apprendre des techniques de combat militaires, quand bien même on vit en France, un pays qui n'a pas eu de guerre sur son sol depuis des décennies. Pourquoi moi-même je le ressens ça? Et en fait, c'est questionner cette peur. Et en questionnant cette peur, je me suis rendu compte qu'on était sur une relation à un discours politique qui était un discours politique global, porté aujourd'hui par toutes les figures du champ politique. Ce discours de l'insécurité, ce discours de la peur. Et je me suis dit, mais peut-être que c'est ça qu'il faut challenger, qu'il faut travailler sur ce discours de l'insécuritaire, qui est devenu très important aujourd'hui, mais qui est peut-être pas aussi naturel, aussi normal qu'on peut le penser, et qui a clairement des conséquences, puisqu'il fabrique quelque chose dans la population, il fabrique de la peur, mais il fabrique aussi de la violence. De la violence et de la haine. Hein. Vous racontez un moment qu'on vous apprend, qu'on apprend les différents scénarios, et vous dites qu'il faisait ça très naturellement, comme s'il nous expliquait le revers au tennis, avec le couteau d'entraînement en caoutchouc noir se tordait contre la peau de Bastien. Le geste n'avait plus l'air tellement réel. Ce n'était qu'un jeu, mais oui, c'est très banal, ça devient banal. Et on joue, mais au fond, le jeu, c'est un jeu pour de vrai. Ouais. Quand on joue à apprendre à tuer des gens, on apprend vraiment à tuer des gens. Quand on joue à torturer des gens, comme je le raconte plus loin dans le livre, on torture vraiment des gens par le froid, par ça veut dire que la vie ne représente rien pour eux? Je pense pas que la vie représente rien pour eux, ce serait même l'inverse. C'est pas des gens qui deviennent violents par haine, ils deviennent violents par amour des leurs, par amour de leur famille, par amour de leurs enfants. Ils enlèvent la vie à des gens. Et ils n'enlèvent pas la vie, ils se préparent à la vie. Ils se préparent à le faire. Mais c'est un petit peu cette idée vous savez, d'une mère qui va vous dire, ah mais moi pour mes enfants je suis prêt à tout. C'est un peu ce discours-là qu'ils vont avoir, c'est par amour des miens, je vais tomber dans la haine de l'autre, pour reprendre une phrase de Romain Gary. Et du coup, je crois qu'on est un peu sur cette ambivalence-là de gens qui ne se perçoivent jamais comme étant violents ni comme étant dangereux, parce que pour eux ils ne font que se préparer à se défendre. Et politiquement ils sont pas forcément d'extrême droite, c'est ce que vous dites, ils sont pas c'est la société française. Ouais. Politiquement, c'est des gens qui sont représentatifs de la société dans sa diversité, dans sa pluralité. Il y a des gens de gauche, des gens de droite, des gens d'extrême gauche, des écolos, des gens des républicains. Il y a de tout, même socialement. On a des gens très riches, des gens plus pauvres. À chaque fois, en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas grand-chose en commun, si ce n'est cette croyance fondamentale qu'il y a un risque insécuritaire en France, global, rampant, qui pourrait dégénérer du jour au lendemain. C'est un mouvement récent. Pas tant. Non, pas tant que ça. Hein. Non, ça commence dans les années 70, on va dire, un petit peu pendant la guerre froide. Et non, parce que vous parliez de Macron et de Darmanin, mais c'est pas eux qui ont déclenché ça. C'est pas Macron qui a déclenché ça. Non, mais on voit bien que le mouvement se massifie, qu'il devient de plus en plus important, et je pense qu'on peut corréler ça à l'apparition d'un discours sécuritaire très fort depuis les années Sarkozy. Je pense qu'on peut dire qu'il s'est bien installé sous Hollande avec Manuel Valls et qui continue aujourd'hui avec quelqu'un comme Darmanin. On peut dire que quand on met en permanence en avant la question sécuritaire, quand on met en permanence la question de la peur, moi je pense comme un cache-misère, pour ne pas parler d'autres sujets, les sujets écologiques, les sujets sociaux, quand on utilise la peur à des fins stratégiques, eh bien on crée de la peur chez les gens. Le discours politique, c'est pas un discours vide, c'est un discours qui touche les gens, qui leur fait quelque chose. Mais qui est aussi leur quotidien. Enfin, la violence, on peut pas nier qu'elle a augmenté, qu'il y a plus d'insécurité, que c'est pas qu'un sentiment d'insécurité. Pour un scientifique, la question de l'insécurité, c'est une question épineuse, parce qu'en fait, l'insécurité, on sait très mal la calculer. On a des outils, on a l'État 4001, les enquêtes de victimation, Interstat, mais ces outils-là, en fait, sont biaisés. Et donc, ce qui nous permet d'avoir, c'est au mieux un sentiment d'insécurité, mais même ça, les données sont biaisées. Donc, ce qu'on voit, c'est surtout un usage politique du sentiment d'insécurité. On voit bien que Macron, quand il parle d'insécurité, il le fait à des moments qui lui sont opportuns. Quand en septembre, il arrive et qu'il lance sa grande campagne sur la sécurité, la loi sécurité globale, les polémiques sur l'ensauvagement de la société, l'islamo-gauchisme. Il le fait à un moment où il a une pandémie sur les bras, une crise sociale majeure et une crise économique à venir. Il choisit son moment. Il aurait pu parler d'insécurité 2 mois plus tôt, il ne l'a pas fait. Il l'a fait à ce moment-là parce que ça satisfaisait son agenda politique. Et quand il fait ça, il fabrique de la peur dans la société à un moment donné. Il savait qui vous étiez ou enfin, vous avez peur des représailles, c'est plutôt ça ma question. Avec les survivalistes. Vous le dites un petit peu à la fin, hein, oui, quand ils vont voir que ce livre paraît, ils vont vous en vouloir.
Eh bien, j'espère qu'ils verront que c'est un livre honnête, que c'est pas un livre à charge contre le survivalisme. Je les présente comme je les ai rencontrés, avec leur violence, avec parfois leur haine, mais j'ai pas tronqué leur discours. Je les ai racontés tels qu'ils étaient, tels qu'ils m'ont parlé, et j'espère que le livre sera lu et qui permettra peut-être même un débat interne dans la communauté et de réfléchir, notamment à cette question de la violence, et de se dire qu'en France, il n'y a peut-être pas utilité à apprendre une violence militaire comme on peut le faire aujourd'hui dans certains stages de survie. Est-ce qu'ils sont financés pour avoir leurs armes, pour s'attacher à acheter tout ce matériel ou pas, ou comment circule l'argent chez eux? Ben c'est de l'autofinancement, et c'est d'ailleurs pour ça que le survivalisme, ça n'a rien d'un loisir, c'est quelque chose de très coûteux, c'est un mode de vie, c'est des gens qui s'engagent sur le long terme, et on ne fait pas ça sur un coup de tête, on fait ça parce qu'on croit fondamentalement, profondément à sa cause, parce qu'on ressent la peur au plus profond de son ventre. Et donc c'est ça qui amène les gens dans la communauté. Ouais, et vous évoquez à la fin du livre ce qui s'est passé dans le Puy-de-Dôme, hein, cet homme qu'on a présenté comme un survivaliste qui a tué sa femme, il était survivaliste, lui. Malheureusement, je ne suis pas en contact avec le procureur, donc je n'ai pas les éléments. On l'a présenté comme un survivaliste. Entraîné, voilà. Clairement, les éléments tendent à dire que c'était quelqu'un qui préparait une forme de guerre civile, qui était dans une logique survivaliste. Et sans doute que le drame n'aurait pas été le même s'il n'avait pas été armé, s'il n'avait pas continué à s'entraîner après être rentré de l'armée, s'il avait peut-être pacifié son mode de vie, ce qu'il n'a pas du tout fait, et ce qui a pu malheureusement peut-être augmenter la violence du drame. Ouais, il y a une hiérarchisation, il y a quelqu'un qui peut être un donneur d'ordre. Est-ce qu'ils peuvent être dangereux pour la démocratie? Non, c'est pas un groupuscule téléguidé par qui que ce soit. Il faut vraiment se rendre compte que c'est des gens qui sont isolés les uns des autres, qui se parlent assez peu. C'est quelque chose de familial, le survivalisme. C'est quelque chose qu'on fait pour soi, pour se protéger soi-même. Par contre, est-ce qu'ils peuvent représenter à un moment donné un danger? Eh bien, on parle de gens armés, on parle de gens qui s'entraînent à la guerre et qui, de plus en plus, imaginent une menace qui pourrait venir de populations qui leur sont désignées comme un ennemi. Quand on fait une loi comme la loi séparatisme, on désigne un ennemi. On dit regardez, vos ennemis sont les musulmans de France, quand bien même, en réalité, les musulmans de France ne sont pas responsables du djihadisme. Et bien, quand on fait ça, qu'on désigne un ennemi, malheureusement, ça peut inciter à la violence. C'est en tout cas pointer du doigt la violence dans une direction. Et je crois que c'est peut-être ce problème-là qu'il faut essayer de régler en premier. C'est peut-être celui des questions sécuritaires et éviter de faire une insécurité qui accuse certaines populations. Et se rappeler que quand on travaille la sécurité, on travaille avant tout sur des crimes, sur des types d'actes. Le terrorisme, c'est un type d'acte qui n'engage jamais une communauté entière. La peur et la haine, enquête chez les survivalistes. Mathieu Burgalassi, c'est paru aux éditions Michel Lafon. C'est écrit comme un polar, hein. Il y a des dialogues, c'est prenant, c'est terrifiant même. Parfois, ils sont combien les survivalistes pour finir? Je peux pas malheureusement, je peux pas les quantifier. Beaucoup de gens restent cachés. La majorité de ces gens de cette enquête, vous les trouveriez jamais. C'est des gens qui sont hors des radars et c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Évident. Eh bien, c'est à lire. Enquête chez les survivalistes, chez Michel Lafon. C'est très intéressant et effrayant encore une fois. Merci à vous d'avoir été avec